Bonjour et bienvenue dans cette émission. On va parler de jazz et on va parler d'un instrument formidable dans le jazz, sans lequel le jazz n'existerait pas, c'est la batterie, avec un des grands batteurs français, David Pourranier-Dutheil. Bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Oui, ça va très très bien. Grand batteur, c'est quand même... Alors, d'abord, vous habitez Coignières. 1m70. 1m70. Voilà. Mais vous habitez Coignières, donc je suis un Yvelinois pur sucre. Yvelinois pur sucre. Ouais. Alors, on va parler aussi du trio que vous avez formé, qui s'appelle le Adrian Clark Trio, avec lequel vous tournez beaucoup, et parfois dans les Yvelines, on donnera quelques dates. Ouais. Mais on va commencer quand même par la batterie. Comment on devient batteur, justement? Comment la batterie est entrée dans votre vie? Comment dire? Ça c'est tellement vieux que du coup c'est tellement ancré dans les... Vous étiez gamin? Vraiment très 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 petit. On habitait au Tremblay-sur-Maule, donc entre Montfort et Pontchartrain, par Montfort-la-Maurie, Pontchartrain par là. Et j'ai la chance d'avoir un frère pianiste. Ah oui. Et donc on avait un piano à queue à la maison. D'accord. Et mon père avait ramené des percussions. Il bossait en Afrique, mon papa. Il était architecte. Il avait ramené des quantités de percussions et on les rangeait sous le piano à queue. Voilà, bon. Et moi, j'avais 3 ans et demi et 5 ans et je me glissais sous le piano comme ça, là où il y avait les percussions. Ouais. Et il y avait mon frère qui jouait et j'ai commencé comme ça. J'ai improvisé avec lui comme ça sous le piano. Je vous recommande d'aller faire un petit saut sous les pianos à queue pendant que quelqu'un joue. C'est super impressionnant. Ouais, ah oui. Le son est incroyable. C'est une cathédrale de son. Ah bon? C'est extrêmement impressionnant. On n'y pense pas. Non, il faut aller se mettre dessous. Essayez. Ça fait bizarre au début, mais je vous assure, vous aurez il y a une caisse de résonance incroyable. Incroyable. Et là, c'est très impressionnant. Vous prenez votre pied avec les percussions que amène votre père? En fait, alors on est absolument. Ouais, c'est exactement ça. J'improvisais. Voilà, j'adorais ça. Donc déjà, c'est deux choses. C'est le rythme, les percussions, et les improvisations. Et en fait, c'est l'improvisation. Et en fait, ce truc-là, ces deux choses-là m'ont jamais quitté. Et c'est le jazz, quoi. C'est la définition du jazz. Parce que le rythme et l'improvisation. C'est une bonne remarque. C'est-à-dire que dans le jazz, il y a effectivement, c'est le haut lieu de l'improvisation. Sauf que moi, au niveau de l'énergie, j'adore ce qui n'appartient pas spécialement au jazz et ce qu'on a connu dans les années 70, la pop, on a appelé ça après le progressive rock, etc. Et ça, cette veine-là, moi je l'adore. Ah, vous avez adoré aussi. Du coup, Led Zeppelin. D'accord. Et en fait, il y avait beaucoup d'impro. Ouais. Mais on a un peu oublié ce côté, comment dire, pas débridé, mais enfin libéré. Voilà, où ça jouait vraiment avec beaucoup plus de liberté. De liberté, oui. On a tendance à dire, dans le jazz, il y a l'impro, et le rock, c'est plus cadré. Si vous prenez... Ce qui n'est pas forcément vrai. J'en parlais l'autre jour avec un Pierre Entaille, qui est un grand claveciniste de musique baroque, de musique ancienne. Ouais. Et il me disait, mais... à cette époque-là, au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y avait pas de vrais concerts. Et c'était souvent des improvisations qu'on faisait. Et même des grands musiciens venaient, ils jouaient ce qu'ils avaient écrit la veille. Il n'y avait pas de programme préconçu comme dans les concerts aujourd'hui. Et il y avait beaucoup d'impro. Ce qui est assez intéressant parce qu'au fond, les musiques se rejoignent. Alors, revenons quand même à vous. Il y a les percussions. Mais la batterie, quand même... En fait, elle arrive quand? C'est-à-dire que j'avais un ami de mes parents qui nous avait à l'époque fort bien aiguillé. Et j'avais 11 ans, donc j'étais tout minot. Et il a dit, il y a une super école à Paris qui s'appelle l'école Agostini. Et moi, j'ai fait cette école dans les grandes longueurs. J'étais vraiment tout petit. Et à 11 ans, donc c'était les années 74-15. Et à cette époque-là, dans les années 75, il n'y avait pas de gamins de 11 ans qui se mettaient dans ces écoles-là, qui s'inscrivaient. Donc j'étais le minus de service jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et puis j'ai engrangé beaucoup de techniques. Parce que vous êtes sorti avec le prix supérieur. Premier prix supérieur. Premier prix supérieur. En 83, j'ai mis un petit peu de temps à l'avoir parce que j'arrivais au bac en même temps. Ah oui. Donc ça faisait un peu embouteillage. C'était un peu compliqué. Il voulait que vous ayez le bac aussi, quoi. Passe ton bac d'abord. Passe ton bac d'abord. La fameuse phrase que j'ai appliquée. Et puis en fait, ça m'a clarifié l'esprit.
En fait, le fait de passer ce bac, de mettre 2 ans à l'avoir d'ailleurs, au lycée des Sept-Mars, à Morpas, là, juste à côté. Il y avait plus, non, à votre époque, il n'y avait plus de 2 bacs, il n'y en avait qu'un, oui. C'est-à-dire que je l'ai raté quand même. Donc il a fallu, je m'y suis pris à 2 fois. Non. Mais en fait, ça m'a vraiment clarifié l'esprit. J'ai senti que c'était vraiment il a fallu ça pour faire que de la musique, en fait. Voilà. Vous avez fait une télé à 14 ans? Alors oui. C'était quoi ça? Bravo, il a tout débusqué. TF1, ça s'appelait, c'était Roger Pierre. Oui. Roger Pierre raconte. Oui, absolument, ça s'appelait. Une blague. Et en fait, c'était un ami, Dante Agostini, qui tenait à l'école de batterie, ce super prof, super pédagogue, qui a conçu toute cette méthode vraiment dont beaucoup de pédagogues de la batterie se sont inspirés par la suite. C'est lui qui était un bon batteur. Qui est un super batteur, un super batteur de revue. Ouais. Il a conçu une méthode super progressive pour la batterie. Et en fait, il nous avait invités, on était 5 ados. Et on a fait, plus lui, 6, on était 6, et on a joué un solo de batterie en tutti, ce qu'on dit en tutti. On était 6 batteurs qui jouaient la même chose pratiquement pendant. C'était très court, ça faisait 2 minutes, et j'ai jamais répété un truc un nombre de fois aussi important de ma vie. Ouais, vous vouliez pas. J'ai compté le temps qu'on a pour 2 minutes on a dû répéter 24 heures en fait ces 2 minutes là. Donc je suis arrivé là-bas à 14 ans, c'est en 77. Voilà, donc c'est une super expérience. Super expérience, avec Roger Pierre. Ouais, absolument. Roger Pierre qui était l'ancien acolyte de Jean-Marc Thibault. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, c'était un duo. C'était un duo célèbre. Star du comique, quoi. C'était incroyable. Ouais. Et après, Roger Pierre a fait une assez belle carrière dans le cinéma, d'ailleurs. Bon, mais enfin, on ne parle pas de Roger Pierre, mais c'est intéressant. Pour parler de vous. C'était quelqu'un de curieux. Donc, vous, à 16 ans, vous avez le bac. Oh non, non. Le bac, c'est plutôt 18. Enfin, j'ai eu mon prix de premier prix supérieur. À peu près vers 20 ans, quoi. J'avais en 83, quoi. Et vous vous dites... Il y a un moment où vous vous dites, je vais faire ça, quoi. Ouais. En fait, physiquement, il y a eu une espèce de déclic quand j'étais au lycée. J'aurais adoré être ornithologue. Je suis très attiré par les choses de la nature. Les oiseaux particulièrement, mais l'écologie en général. Et puis, bon, je voyais bien qu'il y avait quand même un petit souci de compétences quand même. Mais après le bac, vous faites des études ou pas? Non, c'est vraiment. J'avais déjà un gros bagage technique en fait, avec un peu de métier comme on dit. Par contre, très peu de métier, je dirais. Il y avait un gros déséquilibre. Et en fait, ce qui m'a bizarrement, c'est l'armée. Qui m'a, je ne connaissais personne moi dans ce métier. Voilà, c'est ça. C'est un métier complètement bizarre parce qu'on ne sait pas comment ça marche. On joue chez soi, mais on est un peu mépris. Et on ne sait pas comment on peut atteindre des orchestres, etc. J'ai lu quelque chose que dit un batteur, et d'ailleurs j'ai trouvé ça intéressant. On dit comment il faut faire quand on est batteur. Il dit d'abord il faut avoir une très bonne technique instrumentale, être à l'écoute des autres. Et se construire un réseau pour pouvoir entamer une éventuelle carrière professionnelle. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais. En fait, j'ai découvert cette notion de réseau un peu à l'ancienne, enfin même complètement à l'ancienne, c'est-à-dire les gens, il faut être en situation d'être appelé. C'est ça. Oui, ça, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un en disant il faut de la batterie, voilà. D'accord. Et qui nous appelle Ce sont les chefs d'orchestre et les arrangeurs. Et les arrangeurs. Voilà. Ouais. Donc c'est eux qui ont qui ont besoin de nous éventuellement. Il y a le bouche à oreille après qui fait que quand vous avez joué avec un tel, on vous appelle, etc. Hein. Bon, moi j'étais plutôt vachement timide, donc j'allais pas trop au devant des choses des gens. Donc j'étais un peu en situation j'étais un peu passif. Donc alors qu'il faut peut-être avoir une attitude plus. Oui, peut-être. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Enfin, c'est comme les comédiens, c'est comme les acteurs, c'est comme toute une série de. Mais ce qui était drôle, c'était qu'à l'armée, il y avait un. Et alors à l'armée, comment c'est? C'est-à-dire qu'il y avait des types. Moi, je me suis inscrit j'ai postulé pour être à la musique du régiment à côté de Paris. D'accord. Donc en fait, je continuais à prendre mes cours de batterie et c'était une super place, quoi. Ouais. Et donc j'ai passé une audition, etc. pour rentrer là. C'était à Suresnes, la musique du
Mon Valérien, voilà. Et puis du coup, en fait, j'ai rencontré énormément de musiciens. Et là, vous rencontrez d'autres musiciens qui étaient dans le même cas que moi, qui eux, par contre, ils avaient plein de contacts. Du coup, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça se passait. Ouais. Parce que c'est vrai que si on joue du piano, on peut jouer seul. Si on joue. Alors, après, les autres instruments, c'est plus compliqué. Mais enfin, la batterie, il faut qu'on soit plutôt avec quelqu'un, quoi. Alors. Non seulement il faut être plutôt avec quelqu'un, mais je dirais que c'est la fonction principale du batteur. On en a parlé juste avant que le début de l'émission, là, des qualités. On va parler ça après, des qualités du batteur, mais c'est vrai que voilà, c'est un instrument qui a besoin d'un orchestre. Absolument, voilà. Moi, c'est mon grand. Je trouve que c'est une notion qui est passionnante de cet instrument. C'est un instrument qui fédère. On doit, je veux dire, c'est nous qui mettons notre boulot, c'est de faire que les gens aillent bien ensemble. Mais ça, il faut que ça aille ensemble. En fait, voilà. C'est ça. On fédère. Le rythme, on est un fédérateur. On fait les choses. Par contre, on peut aussi très vite casser un orchestre. Ouais. Ah oui, si on bat contre-temps. C'est-à-dire, surtout si on la joue perso. Ah oui. C'est pas trop le but, quoi. Mais le rythme, par exemple, le sens du rythme, ça s'apprend. Ou ça c'est un don? Je pense que c'est vraiment un truc de. Je vais faire une analogie avec les gens qui disent qu'ils chantent faux. Ils sont persuadés qu'ils chantent faux. Alors je dis pas que c'est faux ce qu'ils disent. Par contre, c'est comme pour le rythme. Moi, je suis aussi pédagogue. J'adore. Je viens de repartir sur une dynamique de donner des cours là. D'accord. Et j'en suis ravi. Et je trouve que comme pour le chant, c'est la clé de la musique, du rythme, du chant, etc. C'est l'oreille. C'est ça par contre, ça s'apprend de savoir écouter. C'est vrai. Écouter les autres. Non, mais c'est écouter ce qui se passe, développer son oreille. En fait, le travail d'oreille. Je déplore, je dis ça très humblement, dans les conservatoires, il me semble qu'il y en a, mais j'ai pas l'impression que ça soit. Je formule le vœu que cette notion-là devrait être beaucoup plus développée. Je trouve que ça serait génial parce que c'est la clé. Voilà. Alors, donc vous dites, vous n'êtes pas resté tout seul quand même très longtemps. Mais il y a eu des premiers contacts. Comment ça se fait les premiers alors? C'était long. C'était long. C'était long. Ouais, c'est-à-dire qu'on a quelques dates comme ça. Alors j'ai fait du jazz, un peu le bebop, des choses comme ça. Mais j'étais pas dans les grands trucs. Je faisais très peu de variétés. J'ai commencé plutôt par le jazz. On dit, c'est un peu vieux comme mot, mais les combos, les trios, quartets, quintettes, tout ça. Alors je jouais dans des clubs à Paris qui ne payaient pas terrible. Je donnais des cours. C'était pas facile. Et puis petit à petit, on m'appelait de plus en plus. Et puis ça a commencé après voilà, ça fait boule de neige. Mais c'est long. C'était assez long. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Après, il y a quand même des très très gros noms. Alors moi, j'ai eu la chance. En fait, j'ai commencé à faire on m'a proposé des remplacements. Et notamment un super contrebassiste un jour qui s'appelle Marc-Michel Lebévillon, qui lui jouait déjà depuis une quinzaine d'années avec Michel Legrand. Il m'a dit, tiens, David, Poupou, là, moi, mon surnom c'est Poupou. Tiens, dis donc, Poupou, ça te dirait pas de remplacer là je dis oui, un peu que ça me dirait. Donc moi j'avais répété pas mal avec un big band à 50 ans en Yvelines, le big band de 50 ans en Yvelines. Ah oui. Et donc moi j'avais quand même grappillé un peu d'expérience en big band. Et le big band pour un batteur c'est la Mecque. C'est-à-dire, c'est le seul orchestre où parfois les musiciens viennent te dire en disant, est-ce que tu pourrais jouer plus fort? Oui, c'est génial. Ça, c'est quand même rare. On passe notre carrière à entendre. Est-ce que tu pourrais baisser, s'il te plaît? Parce que là, il y a des gens qui dînent, il y a des gens qui mangent au bout de la pièce. Là, est-ce que tu peux jouer avec les balais, s'il te plaît? Et là, le batteur, il a besoin tellement de pousser 15 ou 16, 17 musiciens. On n'est pas en trio, en quartet là. Et là, vous jouez avec Legrand, vous jouez dans son big band. Et bien alors, ce qui était génial, c'est que j'ai eu 3 remplacements de suite dans 3 contextes différents, tout de suite, pour commencer. Donc trio, big band, on était au Petit Journal Montparnasse, et trio plus orchestre symphonique.
Ah, pas mal. Alors ça, c'était super impressionnant. Trio, c'est-à-dire basse, on arrive piano, contrebasse, il venait, il piano et batterie, voilà. Et puis l'orchestre symphonique qui est autour. Dans lequel on se greffait. Ouais, donc on arrivait avec les violoncelles. Les stars, on avait le statut des stars, parce qu'on se mettait au milieu de la scène et tout l'orchestre était là. C'est magnifique ce genre. Alors des musiciens qui ont un niveau absolument topissime et qui viennent vous voir en disant c'est formidable ce que vous faites. On dit non, c'est pas formidable, on fait juste du jazz, et c'est des gens qui sont des excellents lecteurs, des interprètes, mais une bonne partie d'entre eux n'a jamais improvisé. Du coup, ça les bluffe. C'est des musiciens classiques. Voilà. Alors que dans leur partie, ils sont formidables. Ils sont bluffés par l'improvisation. Mais totalement bluffés. Ils se disent mais comment vous faites? Je dis mais vous, comment vous faites pour jouer aussi bien? C'était un renvoi de compliments. Ouais, parce que ce qui était vrai. Michel Legrand, immense musicien, on n'y reviendra pas. Après, il avait quand même une réputation chez les musiciens d'un caractère. Il était très, comment on appelle ça, pas intolérant, mais très exigeant, supra exigeant, et il avait une particularité vraiment qui était pas évidente à négocier, je dirais, à gérer. C'était qu'il est très impatient. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Supra impatient. Du coup, il voulait pas. Faut que ça tourne, quoi. Tout de suite, mais immédiatement. C'est-à-dire, il voulait pas répéter. Ah oui. Il n'y avait pas de répétition. Donc en fait, vous arrivez en situation. Alors effectivement, comme les morceaux, au bout d'un moment, on les connaissait puisqu'on avait les répertoires étaient souvent le même. Lui avait une capacité hallucinante à se réinventer harmoniquement sur les mêmes chansons qu'il faisait depuis 40 ans. Sauf qu'en fait, on s'ennuyait jamais parce qu'il avait harmoniquement, il trouvait toujours quelque chose de nouveau. Ah ouais, vraiment. Ouais. Ça, c'est très bluffant. C'était harmoniquement, il était incroyable. Et puis la voix. Alors, il avait une façon de chanter qu'on pourrait qui était la sienne. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas. Oui, qui trouvaient que c'était trop maniéré. Oui, parce qu'il avait une voix très haute, voilà, très haut perché, et puis mais extrêmement juste. Oui, et puis il avait il était malicieux et il jouait de ce côté. Il aimait bien redevenir un peu un enfant. Il restait un enfant, c'est quelqu'un qui était comme ça. Mais il était très surprenant de. Moi, je me rappelle au début, j'avais pris à tort la casquette du batteur soi-disant solide et je dirais rassurant et qui un petit peu entre guillemets pépère quoi. Et là il est venu me voir tout de suite et dit ah non mais t'as pas bien compris là, c'est pas du tout ça dont j'ai envie. Il dit non je veux que tu envoies quand il y a l'énergie un peu comme en big band ou même mais en trio aussi, c'est-à-dire faut que ça l'étalage des nuances et des interprétations, il faut que ça soit vraiment extrêmement marqué. Il aime pas le côté, il aimait surtout pas le côté pas le côté pépère et plan. Voilà, surtout pas. C'était pas son truc. Du tout son truc. Du coup, c'était bien. C'était super intéressant. Alors, Michel Legrand, évidemment, il y a Jessie Norman. Et Jessie Norman, c'est grâce à lui, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion de faire l'ouverture du festival de Jean Lépin. D'accord. C'était en 97, je crois. Et du coup, Jean Lépin, c'est dehors. Il y a la mer derrière nous. C'est le festival. On jouait sur scène comme ça, le public était là et la mer était derrière, donc les gens avaient le coucher comme ça. Avec tous les grands du jazz qui sont génial. Et là, ils avaient fait le pari d'inviter donc le grand avec Jessie Norman, qui n'avait jamais chanté de sa vie avec un micro. Donc là, moi, j'ai vécu ça et on voyait bien que c'était la première fois parce que ils lui ont dit tenez madame, voilà le micro, elle a pris le truc et le micro était comme ça. Et elle a laissé le micro comme ça, dans ce sens-là. Alors il y a la génération qui est venue, excusez-moi madame, il est mis comme ça, et elle après, puis 10 secondes après, le micro était comme ça. Elle savait pas quoi en faire en fait. Ouais. Cela dit, ces chanteurs-là, ils ont le micro d'ailleurs généralement assez loin de la voix. Oui, mais bon, parce que sinon ça. Mais là, il y avait le bruit de la mer, etc. Il y avait énormément de bruit de fond, et c'était très compliqué. Mais dans les grands souvenirs. Mais elle était géniale. C'est une femme incroyable. Hein. Ouais. C'est super impressionnant quand même. La qualité vocale, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Dans les grands souvenirs comme ça de
de musiciens avec lesquels vous avez joué? Alors, il y a eu, avec le grand encore, avec Michel, il y a eu Toots Thielemans, l'harmoniciste, qui est un gars absolument incroyable, un mélodiste vraiment formidable. Et lui, il était. Et puis j'ai joué aussi avec alors un percussionniste qui s'appelle Nana Vasconcelos, qui était un Brésilien qui a un CV à faire pâlir tous les percussionnistes du monde. Il a joué avec des musiciens formidables et il avait une personnalité hors du commun. C'était vraiment un type génial. Lui qui était formidable. Et puis une super musicien américain, un vibraphoniste, qui s'appelle Michael Menieri. D'accord. Qui est un gars, d'une créativité, absolument, avec d'une humilité, qui est venu, qu'on a invité pour une tournée en France il y a une jeune vingtaine d'années, mais qui est venu d'une façon extrêmement humble et qui s'est fondu. Mais souvent les grands sont humbles, non? Il s'est fondu dans la masse et il a dans la masse. Le terme n'est pas très juste, pas très heureux, mais il s'est fondu dans les... Il s'est adapté, quoi. Voilà. Et par en dessous, et après il est reparti, je dirais, pour montrer toutes ses qualités. Puis il n'y a pas très longtemps, vous l'avez fait 2 fois dans la comédie musicale Cabaret, vous êtes sur scène avec eux. Absolument. C'est une expérience pour un batteur qui est géniale. Est-ce que on a un petit extrait où on vous voit dans vos œuvres? Ouais. On va regarder. C'est par là. Voilà, c'est un court extrait d'un solo, quoi, un solo de batterie. Hein. Ah, c'est marrant, ça date déjà, cela fait de quelques années. Une petite quinzaine, je dirais. Alors, c'est un ami à moi qui s'appelle Gérald Massoubre, qui est un super cadreur. Et qui qui avait invité des amis collègues à lui pour réaliser ça. Donc c'est lui qui a fait le montage. J'ai vu, parce que je vous ai vu l'autre jour avec le trio Adrian Clark Trio, dont on va parler. Vous avez une partition. C'est quoi la partition des batteurs? Alors, je dirais une formule commode, le moins possible. C'est-à-dire, parce qu'on se dit c'est quoi la partition d'un batteur? C'est le rythme. Par exemple, le big band, c'est un très bon exemple. La partition dans un big band, la partition du batteur, c'est ce qu'on va appeler un squelette rythmique du morceau. C'est ça, c'est le rythme. Hein. Alors, toute la structure y est, évidemment, comme pour les autres musiciens, comme tous les autres musiciens. Eux, ils ont des notes, bien évidemment. Le bassiste, il va avoir parfois les notes, parfois ce qu'on appelle les grilles, les noms des accords. Ce qui lui permettra de jouer, d'inventer une ligne de basse, une walking bass comme on dit en anglais, mais c'est une ligne de basse. Et pour le batteur, on lui met les points d'appui. D'accord. Stratégiques. Voilà. C'est ça. Voilà. Et le reste, en fait, c'est une espèce de canevas dans lequel, en fait, on a une liberté. Liberté totale. Presque totale. Avec quand même on se retrouve tous sur des choses. Alors, je trouve ça passionnant, les façons de faire travailler ces partitions-là de big band dans les cours de batterie. Absolument. Où, en fait, je vous donne un petit exemple rigolo, c'est qu'en fait, il y a le 4e temps, donc ça fait, qui est marqué, qui est fort. Ouais. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, tout le monde a compris. Et en batterie, on nous apprend à faire, non pas ça, mais d'accord. À jouer le tec-de-gong qui anticipe le 4. Le temps fort. D'accord. Voilà. Et c'est que en fait, c'est de l'anticipation permanente. L'une des complications de la batterie, c'est l'autonomie des mains et des jambes, non? Oui, alors c'est le grand... parce que tout le monde dit, moi j'y arrive pas parce que j'y arrive pas. C'est le grand chapitre de ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance. C'est l'indépendance des 2 pieds et des 2 mains. Alors, je dirais que l'indépendance totale,
des 4 membres, c'est une illusion. Ça n'existe C'est pas, pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Bon, j'ai cassé un peu le mythe là. Mais il faut quand même. Non, voilà. non, si, il y a des. Faut pas que tout aille en même temps. Non, il y a des instrumentistes hors pair qui sans doute y arriveraient bien mieux que moi d'ailleurs, des batteurs qui ont des techniques absolument faramineuses. Et les percussionnistes là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un challenge pour les gens qui commencent la batterie, qui est d'arriver à avoir un peu d'autonomie entre les. Ce que je veux dire, c'est qu'on bosse par étapes, c'est-à-dire qu'on commence au début, on commence à latéraliser, si on peut dire, le pied droit, pour les droitiers, le pied droit et la main droite, comme ça, et on fait quelque chose, machin. Et au bout d'un moment, il y a un entraînement, il y a une mémoire physique qui doit se créer de ça, qui fait que ça, on a moins besoin d'y penser. Donc c'est le début de l'autonomie. Voilà. Là-dessus, on se base pour commencer à faire autre chose, etc. C'est passionnant. Moi, j'adore ce. Alors, on a déjà dépassé le temps qu'ils étaient impartis, mais un mot, vous disiez des grands batteurs. Les batteurs qui sont dans votre panthéon, c'est quoi? Art Blakey Alors, Art Blakey, il y a toute une tripotée des batteurs de jazz absolument. André Ceccarelli en France? Non, André Ceccarelli qui est un voisin quasiment. Vous savez qu'il habite pas loin du tout, André. Ah, c'est bien. Dédé, que je salue, qui est un maître génial, un type formidable. Alors tous les batteurs de jazz, Art Blakey, ça c'est Max Roach, etc. Et Peter Erskine, qui est un batteur américain génial. Ouais. Et moi je donnais le nom de John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. Oui. Que beaucoup de rockers, dont beaucoup de rockers se réclament et que j'adore absolument. J'aime beaucoup avoir les deux. Sont des. Alors, il faut qu'on dise un mot de Adrian Clark Trio que vous avez créé avec. On va dire co-créé. Ouais, pardon. Co-créé avec Damien Argentieri et Sandrine Connery. Connery, qui est chanteuse et lui qui est organiste. Ouais. Je vous ai vu récemment dans un spectacle sur Nougaro. C'est formidable. Mais oui. On prenait, il y a des. C'est déjà un trio qui a une 12-13 ans, je crois. C'est ça. Voilà, on a fait l'ouverture de saison du Prisme à Elancourt. Du coup, c'était avec vous. On était ravis de. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah ouais, absolument. Et avec Thomas Perron qui dirige qui est directeur du théâtre. Et du coup, c'est une chouette. Ce trio-là, c'est une très belle aventure, parce que on a commencé cette aventure. J'essaie de faire court un peu. Notre amour qui nous réunit, c'est l'amour de la mélodie. Ouais. C'est ça la base de notre passion. De ça, après, on a chacun nos aptitudes à les faire vivre. Damien, c'est l'éminence grise. C'est lui, il a 3 cerveaux en même temps. Il est le bassiste de la main gauche, il est le pianiste de la main droite. Et il conçoit les arrangements. Il a un orgue au milieu. Il est époustouflant. Sandrine, elle a une invraisemblable, c'est-à-dire qu'elle vient du gospel. Ouais. Elle a fait beaucoup de musique du monde. Elle chante en turc, en macédonien, en russe, en slave, en bulgare. Puisqu'elle elle fait partie d'un trio, puis elles ont été sollicitées par Stromae pour l'album. Dans la chanson L'Enfer, en fait, les 3 voix, ce sont elles. Leur trio Orenda, donc elle a un rayon d'action super large, en fait, Sandrine. Et puis là, alors vous avez dit un jour, tiens, si on faisait Nougaro, quoi, et ça correspond exactement à. Et ce qui est passionnant avec Nougaro, ça a été de reprendre. En fait, on commençait à avoir déjà un son en trio depuis quelques temps. Ça commençait à exister vraiment, ça. Et un ami à nous a dit, tiens, on fait un spécial Nougaro dans un mois. Là. Vous ne pourriez pas faire quelque chose? Est-ce que ça vous dirait? Ouais. Alors, évidemment, le challenge, c'était de dire, oui. Pourquoi pas. Et voilà. Et en fait, on y est venu comme ça, par sans dire, maintenant, on va faire un projet Nougaro. C'est un peu hasard. C'était complètement hasard. Et du coup, on s'est pris au jeu. Ouais. Alors, je donne quelques dates. Oui. Vous serez le 8 juillet aux Planches, à Coignières. Oui. Un quartet, très rapidement, vite fait. C'est un quartet avec des musiciens des amis de très longue date. D'accord. Voilà. Plutôt jazz fusion, funk, etc. On va bien s'amuser.
Vous serez toujours à Coignères, mais à l'espace d'Odé le 13 octobre. C'est un vendredi 13. Vendredi 13 octobre. Bonheur ou malheur. Le nouveau, ça va porter bonheur évidemment. Le nouveau projet d'Adrian Clark. D'accord. Le nouveau. Le nouveau spectacle. Voilà, création. Et 2 février, en 2024, à la batterie à Guyancourt. Ouais, absolument. Avec le 3, nouveau... je crois que c'est le samedi 3, je crois que c'est moi qui... 3 février, pardon. Ouais, 3 février. 3 février, samedi 3, à la batterie de Guyancourt, un projet sur le même, la création qu'on aura fait en octobre. D'accord. Sur de l'espace d'Odé. Sur la pop anglaise. En fait, comme on a pris Nougaro, là on prend alors la pop anglaise, c'est même pas un boulevard, c'est 3 avenues tellement il y a une source d'inspiration incroyable. Et bon, on ira vous voir. Voilà. Merci beaucoup David pour les détails. Merci beaucoup Patrice. Merci. Merci et bonne batterie. Ouais.